Tout est politique, bonjour et bienvenue sur i24 News. Cette semaine, après un mois de crise ouverte avec son père, Marine Le Pen a décidé de frapper fort. Jean-Marie Le Pen, suspendu du Front National. Mickaël Darmon, bonjour. Bonjour. C'était prévu ou ça fait partie de la stratégie de dédiabolisation? Le Pen contre Le Pen, là vraiment on est dans une crise ouverte et effectivement on va passer un cap supplémentaire. À l'étranger, le suspense est total pour les élections législatives en Grande-Bretagne entre David Cameron et le travailliste Ed Miliband. Ils sont au coude à coude dans les intentions de vote. Christian Mallard, bonjour. L'enjeu de cette élection, c'est quand même avant tout l'Europe. Oui, avant tout l'Europe, mais on nous annonce la bataille la plus serrée, les résultats les plus imprévisibles. Alors j'ai envie de vous dire aujourd'hui, God save Great Britain, il faut sauver la Grande-Bretagne. Tout est politique, la guerre des Le Pen. Jean-Marie Le Pen suspendu du Front National. Incroyable scénario pour le fondateur du parti d'extrême droite. La contre-attaque de Jean-Marie Le Pen est violente, des mots très durs. Il parle de félonie. Mickaël, il dit aussi que ce serait un scandale de l'avoir arrivé à l'Élysée. Qui parle? Le vieil homme, l'homme politique, le père? Écoutez, les trois à la fois, j'ai envie de vous dire, bien évidemment. On en avait déjà parlé, le déterminant de l'âge du vieux président qui n'a jamais vraiment, au fond, accepté de transmettre les rênes. Mais là, surtout, c'est quand même beaucoup plus grave parce qu'au fond, on est déjà au-delà de la politique. Et Jean-Marie Le Pen va devenir le premier opposant à Marine Le Pen. Alors, ça peut être la première surprise du scrutin de 2017. Peut-être que ça va augurer... Il veut casser sa fille. Bien sûr, il le dit, il n'arrête pas de le dire. La fille veut tuer le père, elle veut tuer la fille. Il utilise maintenant les mots. Vous savez, c'est quand même le structurant d'un clan familial qui est organisé autour du pouvoir, où il n'y a pas vraiment autre chose que des rapports de force. De ce point de vue-là, on le voit bien. Et au fond, ce que fait aujourd'hui Jean-Marie Le Pen, c'est aussi s'inscrire dans la tradition de l'extrême droite, qui ne connaît pas de transition douce, où tout se fait dans la violence politique, et où, par définition, il y a toujours quelqu'un qui reste sur le carreau. Une petite explication, un petit décryptage sur le terme de félonie. C'est pas choisi par hasard, ce terme. Ah non, d'abord, c'est pas choisi par hasard parce que bon, ça fait appel à toutes les références historiques qu'utilise Jean-Marie Le Pen régulièrement. Dans la même journée, il a dit que c'était une félonie. Il a qualifié Marine Le Pen de princesse de Thèbes, donc la mère d'Oedipe. Et puis, il dit aussi que de toute façon, elle restera donc à vie dans l'infamie et que c'est scandaleux. De ce point de vue-là, on voit bien qu'il est totalement aussi réfugié dans son monde et que pour lui, finalement, ça y est, l'horloge s'est arrêtée et qu'il le considère qu'après lui, c'est le déluge. Et c'est ça aussi la difficulté. Il n'a jamais considéré que sa fille pourrait gagner la présidence, les élections présidentielles et se retrouver à l'Élysée. Donc il fait dire quelque part une vérité. Mais il a surtout toujours toujours considéré que le combat politique n'est pas participer au pouvoir. Et c'est là le profond antagonisme avec sa fille. Sa fille veut être dans le système. Lui, il a été quelque part anti-système. C'est un anarchiste de droite, assez fainéant pour tout dire, qui n'a jamais vraiment beaucoup travaillé. Donc du coup, gérer un exécutif, gérer un pays, c'était pas du tout vraiment pour lui. Et il considère que la politique, c'est témoigner et turbuler le système et bouleverser le système. Sa fille, depuis longtemps, on en avait déjà parlé plusieurs fois d'ailleurs avec elle, considère que la politique, c'est participer au système. Et c'est là où il y a une vraie divergence entre les deux. Et à partir de là, comme elle fait tout ce qu'il faut pour essayer un jour de participer à un système politique, bien entendu, il ne peut pas être d'accord. Est-ce que cette guerre chez les Le Pen n'est pas en train de profiter à Nicolas Sarkozy, finalement, qui cherche tant à récupérer les électeurs perdus qui sont partis au Front National? Ça, on verra, parce que tous les électeurs, ce n'est pas une scission, à ne pas confondre. Non. Ce n'est pas une scission. Le parti est entièrement avec Marine Le Pen. Donc on est sur une gestion affective, spectaculaire d'un processus qui est déjà... on accepte l'enterrement du père. Alors le FN ne va plus être associé finalement aux propos répétés du vieux chef sur Pétain et les chambres à gaz. Maintenant c'est ça aussi qui normalement devrait être arrêté. Oui, mais la grande difficulté quand même pour Marine Le Pen, c'est de scénographier aussi complètement cette rupture. Elle a formulé, elle a toujours dit, elle est en train même de réformer les statuts. Dans le bureau politique qui a été cette semaine, qui a suspendu Jean-Marie Le Pen, il y a aussi un propos très important qui a été prononcé, une motion qui a été votée en disant le Front National ne peut pas accepter toutes les opinions. Ça, c'est quelque chose effectivement de nouveau, c'est un signal.
aux révisionnistes et à tous ceux qui se réclament de la nostalgie de Pétain. C'est pas que Jean-Marie Le Pen va pourrir la vie de sa fille, voilà, pourrir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il a l'intention de la pourrir. C'est très possible. Alors justement, sur ce point, lors du grand rendez-vous chez nos confrères d'Europe 1 et d'ITélé, Marine Le Pen n'est pas si claire que ça quand on lui demande si elle ira un jour à Auschwitz. Regardez. Ce serait là... Non. Non, enfin, je veux dire, je pense que j'ai pas été invité d'ailleurs. Non, mais pas être invité à décider non, soi-même mais je vous le dis d'aller parce que voir c'est vrai. Auschwitz. Mais pourquoi j'irai pas? C'est une bonne question. Pourquoi j'irai pas? Allez-y. Peut-être j'irai. Peut-être j'irai. Ma vision sur les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, sur l'horreur de la Shoah, ma vision est très claire. Je l'ai dit et je l'ai dit de la manière la plus claire qui soit. Quand elle parle comme ça, Marine Le Pen, donc, comment elle se positionne justement vis-à-vis de son père? Bon, la réalité, c'est que ça fait déjà quand même plusieurs fois qu'il y a eu des tentatives de Marine Le Pen d'aller soit à Yad Vashem, ça a échoué, soit dans des musées. Pourquoi échouer? Il faut la pousser à la gueule. Ça a échoué parce que simplement l'information avait fuité et donc du coup, il y avait eu une opposition. Souvenez-vous également lorsqu'elle avait tenté et accordé le principe d'une interview à Radio J, c'était pour également dire des choses encore plus fortes de ce point de vue-là. Là aussi, le tollé et la protestation, tout simplement parce que c'était compliqué de la voir arriver là. Et d'autre part, il faut aussi le dire, parce qu'à partir du moment où elle va dans ce genre d'endroit rendre hommage aux victimes de la Shoah, eh bien, un tabou va se lever dans l'électorat juif, il faut le dire. Et qu'à partir de ce moment-là, elle sera... Est-ce qu'elle est vraiment sincère? Je veux dire, franchement, elle est sincère on n'est quand même pas encore à l'ère de politique. la dédiabolisation, franchement. Le paradoxe, c'est qu'elle est sincère dans sa stratégie politique. Elle veut aller au pouvoir. À partir de là, elle considère que, vous savez, on va dire, la rupture aussi avec son père, elle se fait sur cette ligne-là. Son père était plus du côté, on va dire, des propos antisémites, elle est plus du côté des propos islamophobes. Elle n'a pas de rapport à l'antisémitisme aussi virulent que son père, voire pas. Il faut aussi le dire comme ça. Et à partir du moment où elle va rendre hommage aux victimes de la Shoah dans un lieu dédié et symbolique, eh bien, il y a beaucoup de tabous qui peuvent se lever au sein de l'électorat juif. Mais il faut la prendre en compte. Et certains, peut-être, il faut pas intérêt. Et intérêt à la voir arriver dans ces endroits-là. Il faut qu'elle se rende à Auschwitz, il faut la prendre en compte. Mais ça pose effectivement un problème. Mais ça peut poser un problème sur l'impact de cette venue à Auschwitz. On en parlera lors de prochaines émissions. Tout est politique. Les élections législatives en Grande-Bretagne. Plus de 46 millions de Britanniques sont appelés à voter pour élire leurs 650 députés. Selon les sondages, aucun parti n'obtiendra une majorité, mais l'actuel Premier ministre David Cameron y croit encore. On l'écoute. Il nous reste 7 jours et je veux me battre autant que possible ces 7 prochains jours pour remporter une majorité absolue. Je pense que c'est préférable car on se retrouve avec un gouvernement plus responsable. Le problème d'une coalition, c'est que vous avez beau avoir un super programme, mais vu que vous n'avez pas vraiment gagné l'élection, vous vous retrouvez dans une arrière-salle avec quelqu'un comme Nick Clegg et vous commencez à abandonner certains aspects de votre programme. Je ne veux pas faire ça. Je trouve que mon programme est très bon. Christian, le Financial Times dit que ce sont les élections les plus imprévisibles de notre temps. Pourquoi ? Parce que le monde est toujours en crise et que la crise n'est pas résorbée. Mais cela dit, quand on regarde le bilan de M. Cameron, il n'est pas si mauvais que ça. En 5 ans, il a réduit le déficit de moitié et son plan, c'est de le réduire d'autant de moitié d'ici 2018. Donc jusqu'à présent, le taux de chômage a baissé, la croissance est au rendez-vous et je crois qu'il y a beaucoup d'Européens qui lui enverraient ces résultats. Donc c'est pas si je dirais pas un bon bilan, je dirais un bilan qui est quand même pas si mauvais que ça, au milieu d'une crise qui est quand même encore là, qui frappe une grande partie de l'Europe, la France en particulier, et donc il n'a pas à rougir de ces résultats. Alors pourquoi il dit ça ? L'enjeu, c'est quoi ? Cameron, parce qu'il avait quand même promis que s'il était réélu, il ferait un référendum pour sortir de l'Europe. Il le maintient, ce référendum. Il le maintient, mais ce qui est quand même étonnant, c'est que durant cette campagne, on n'a pas parlé du tout de l'Europe et de son avenir. Et c'est pourtant ça l'enjeu crucial. C'est quand même un sujet touchy. Quand vous prenez le dernier sondage en Grande-Bretagne, vous vous apercevez aujourd'hui... Vous mettez à l'heure anglaise, un sujet touchy. Touchy, yes, he did. 40% des Anglais sont contre la sortie de l'Europe. 39% sont pour. Donc on voit bien, le pays est divisé. Donc il a renvoyé ça à 2017 et on verra d'ici là les résultats. C'est le coup classique du politique qui promet, qui oui, mais vous avez monsieur Et on peut s'attendre à une entrée dans la zone euro alors ? Si Cameron arrive ? Non, si vous voulez, moi je crois que les Anglais qui ont une philosophie très particulière, les Anglais aiment bien cette situation, un pied dedans, un pied dehors. Ils prennent ce qui est bon pour eux
au niveau de l'Europe, mais ils ont envie de regarder ce côté britannique. Nous sommes une île. Un gros problème. En fait, il a les deux plastronnent en disant nous sommes le phare industriel et financier de l'Europe. Mais il y a un gros problème identitaire. Michael Darmon, pourquoi les Français vont s'installer à Londres aujourd'hui? Pourquoi il y a tant de Français qui vont faire du business à Londres? Mais pour des raisons économiques personnelles. C'est que l'économie marche mieux en Angleterre. Mais en réalité, ça sert peut-être certaines personnes, mais pas tout le monde. En réalité, il faut savoir aussi que ce pays est en crise. Ce sont vraiment... On dit vraiment c'est la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, mais c'est surtout le Royaume des Unis. Non, c'est pas le Royaume des Unis. La question de l'Écosse est centrale. Non, mais la question de l'Écosse sera centrale. Le Parti national écossais sera peut-être le Parti national écossais qui aura son mot à dire, même s'ils ont perdu le référendum en septembre 2014. Il aura son mot à dire. Il sera peut-être le troisième parti. Ce qu'il faut voir aujourd'hui en Grande-Bretagne. Alors pourquoi on n'en parle pas de ce parti? Ce qu'il faut voir en Grande-Bretagne aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation un peu à l'israélienne, j'ai envie de dire. Il y a un morcellement du paysage politique, le bipartisme est en train de mourir, il y a les Tories, les conservateurs d'un côté, les travaillistes, le Labour de l'autre, et puis on le voit bien, il y a une poussée, alors on parle du Parti national écossais, qui va sans doute rafler pratiquement toutes les circonscriptions en Écosse, et qui va devenir le troisième parti, je disais à l'instant. Donc les partis comme les partis écossais, le parti des unionistes d'Irlande et le parti gallois sont en train de monter en puissance. Il faut que le pouvoir à Downing Street en tienne compte aujourd'hui, et je crois que Cameron l'a compris. Sur l'histoire du référendum en Europe, c'est en 2017, comme dit Michael, on a encore le temps, mais ce n'est pas le sujet majeur pour eux. Monsieur Cameron va être obligé encore de faire un certain nombre de coupes budgétaires dans les allocations familiales, les allocations sociales, 41 milliards, dont 16 milliards pour les allocations sociales. Ça ne sera pas facile à faire avaler aux Britanniques, mais enfin jusqu'à présent, ils ont quand même avalé un certain nombre de choses. Et l'économie britannique, je regrette, elle se porte mieux que l'économie française. Alors votre pronostic, Christian? Alors mon pronostic, c'est que Cameron pourrait gagner d'une courte tête. Il n'a pas la majorité absolue, il ne l'aura pas. Mais il pourrait à nouveau gouverner avec les libéraux démocrates. Alors, il est comparé à James Bond, 45 ans. Sauf qu'Ed Miliband, il est porteur d'un héritage qui n'est pas bon, parce que les travaillistes n'ont jamais été des bons gestionnaires en Grande-Bretagne, et ils ont toujours eu un déficit qui a dépassé 10%, j'allais dire 10%, 10% du produit intérieur brut. Mais Tony Blair a quand même été justement celui qui a, au contraire, été un travailliste qui a réussi. Tony Blair, merci Madame Thatcher pour avoir coupé les syndicats. Merci Madame Thatcher. C'était parce qu'il y avait les libéraux qui avaient travaillé avant. Absolument. On décryptera lors de la prochaine émission, les législatives, le résultat du scrutin. Will do. Allez, tout est politique. Les images de la semaine. Michael, votre image de la semaine, c'est François Hollande, ambassadeur du Rafale au Qatar. Absolument, c'est-à-dire qu'on a vu avec quel étonnement l'avion invendable est devenu maintenant l'avion à succès. Et 24 avions vendus. Et surtout à quel point il a été invité en Arabie Saoudite comme étant le seul leader européen à venir dans cette conférence très importante. Qu'on vende au Qatar qui soutient le Hamas, des groupes terroristes, vous n'êtes pas choqué qu'on vende à ce pays? Autant l'Égypte et l'Inde, très bien, et le Qatar. C'est intéressant, c'est la réelle politique. Et ce qui est intéressant, la réelle politique un peu pourrie, celle-là. Mon propos n'est pas d'être choqué ou pas, ça n'intéresse personne. Moi, ce que je constate, c'est qu'on voit bien qu'un bémol a été mis aussi aux critiques vis-à-vis de Nicolas Sarkozy sur ses relations avec le Qatar. Parce que, au fond, l'Union nationale... Sarkozy et Hollande font la même erreur. Sarkozy et Hollande font la même erreur. Je ne sais pas si c'est une erreur. En tout cas, ils font preuve du même réalisme. Même stratégie. Même si Nicolas Sarkozy personnalise plus les relations, tandis que François Hollande maintient les relations État-État et il s'en va. Mais il n'empêche que les consignes de la part des deux, c'est de dire on ne néglige surtout pas le Qatar, qui est aussi une puissance économique et diplomatique incontournable dans la région. Donc on voit bien que quelque part, le Qatar fait l'union nationale entre Hollande et Sarkozy. Et vraiment, au début du quinquennat, François Hollande, on marque ses 3 ans, justement, on peut peut-être juste prendre cet angle-là. Le quinquennat avait démarré dans une critique extrêmement forte, extrêmement acerbe de François Hollande vis-à-vis des relations avec le Qatar. Il avait donné des consignes justement de rompre tout lien avec ceux qui avaient des contacts avec le Qatar. Et puis on voit bien que tout s'est inversé et une fois de plus le réalisme. En même temps, 6 milliards 300 millions d'euros de transactions, on peut réfléchir 2 fois. Ça donne du travail. Ces 3 ans donc pour François Hollande de l'Élysée que les ventes d'armes et les ventes d'avions de chasse sont finalement la branche la plus dynamique. Le bilan n'est pas encore le dépôt de bilan. Christian, votre image de la semaine, c'est Jimmy Carter, l'ancien président américain, qui a rencontré Mahmoud Abbas
en début de semaine. Il n'a pas rencontré les dirigeants israéliens, il était en voyage à Jérusalem. Moi, je suis choqué par les propos de Jimmy Carter. Mais vous savez que j'ai peu d'estime pour ce président que j'ai bien connu. Je regrette infiniment. Jimmy Carter est à Jérusalem-Est, il fait une conférence, il dit « c'est du temps perdu de rencontrer M. Netanyahou ». Il est allé voir M. Mahmoud Abbas, qui est son droit, il a sans doute des raisons, mais je vous rappelle quand même que Jimmy Carter a été celui qui, pendant la guerre contre Gaza, la dernière guerre contre Gaza, a demandé au département d'État américain qu'on retire de la liste des groupes terroristes le Hamas. C'est dire à quel point M. Carter, qui a joué la carte, et je vous le répète encore une fois de plus, la carte de Khomeini contre le Shah d'Iran, qui a dit « je vais m'entendre avec lui, c'est un homme de croyance et de foi comme moi », je me dis quand même que les premiers communiants qu'on a eus à la Maison-Blanche et qu'on voit encore M. Carter qui raconte les mêmes, permettez-moi l'expression, conneries plusieurs années après, franchement, ça suffit. Merci beaucoup. Ça c'est dit, exactement. Merci messieurs. Restez avec nous juste après les infos. Nous recevrons notre invité Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur. À tout à l'heure.